Empoisonné. Donc ouais. On y va? Allez, on y va. Dieudonné, bonjour. Bonjour Ania, comment Merci, ça va? ça va très bien, merci. Ah. Merci de nous avoir accordé cette interview, Alger Network et moi. On est ici à Vénissieux. Oui. Parce que vous n'avez pas pu vous produire au Transborder. Non, habituellement on est au Transborder à Lyon Effectivement, quand on oui. vient et cette fois-ci il y a un nouveau propriétaire qui nous a dit, enfin propriétaire, gestionnaire des lieux, je crois que c'est une gestion d'économie mixte entre la ville et une association. Et là il nous a dit que oui, effectivement la seule restriction qu'il avait, c'était Dieudonné. Il ne pouvait pas aujourd'hui programmer Dieudonné au Transborder. Les pressions notamment de mon excellent ami Jakubowicz, cette personne qui m'a menacé, moi et mes enfants, et qui a pris des responsabilités, on l'a vu au CRIF, cet organe raciste. Il a également à la LICRA, l'organe négrophobe, cette haine du nègre. Parce que, vous savez, avec Bernheim également, quand il dit il n'est pas très futé, c'est un nègre. On s'en souvient. C'est une réplique de la LICRA, mes amis de la LICRA. En tout cas, je salue tout le monde ici. Et puis, le fait de faire ça le comble, que ce soit un endroit ou un autre, c'est aussi un pied de nez fait à ces gens qui ont leur place plus en Israël, évidemment, que dans la ville de Lyon. D'accord. Vous pouvez commenter l'actu du jour? Le film hollywoodien Ben Laden mort aujourd'hui. Oh bah ouais, Ben Laden, on nous retire notre Ben Laden. C'est regrettable parce que c'était quand même un personnage qu'on aime beaucoup. On guettait toutes ses interventions. Moi je l'ai vu, là où il était le plus réaliste, c'était chez les Guignols à l'époque. On sentait que là, on était dans la réalité. Mais bon, quant au film, évidemment, pour moi, celui qu'il faut arrêter, celui qu'il faut poursuivre et éventuellement exécuter, s'il faut exécuter un homme sur cette planète, c'est quand même bien W. Bush. C'est quand même lui le plus grand criminel de tous les temps, enfin en tout cas de ces derniers temps. Et je crois qu'il mérite, lui, effectivement, une intervention des forces militaires. Si elles ont une utilité aujourd'hui, c'est bien d'aller arrêter le chef de la mafia et non pas simplement un porte-flingue qui, bon, il a eu aussi... puis il avait un bon look sur la fin. Moi, je regretterais qu'on nous retire ce personnage de la série télévisée dans laquelle il était plutôt pas mal discret, mais efficace. À chaque fois qu'il parlait, il avait quand même il avait quelque chose. C'est un personnage d'ailleurs qui m'avait inspiré un sketch. Alors, donc je le garderai en mémoire. Très bien. Est-ce que vous avez aujourd'hui envie de reparaître dans les médias comme autrefois? Et qu'est-ce que vous seriez prêt à faire? Non, j'en ai absolument plus rien à foutre de ça. Je pense qu'il y a des jeunes qui ont besoin de le faire. Moi, j'ai eu en mon temps besoin de me produire devant les médias traditionnels. On m'a vu chez Drucker, on m'a vu un peu partout dans les émissions. Mais je pense être passé à un niveau plus intéressant, c'est le niveau de la création, la rencontre directe avec le public. J'ai la chance de ne pas avoir besoin de ces gens-là aussi, parce que je suis né professionnellement dans une période où les seuls moyens de communiquer et faire de la promotion, c'était d'aller chez ces personnes, dans ce groupe, dans ce réseau. Je n'ai plus besoin de ce réseau et j'en suis vraiment très très content. Et mon idée, c'est de ne plus jamais y aller. Bon, j'ai la sensation que ce que vous êtes en train de faire et puis ce que l'on fait un peu sur Internet est beaucoup plus efficace. Très bien. Quels sont vos projets au cinéma, à la télévision? Je sais que Je vais tourner mon film là. Le Code Noir. Ouais, alors le Code Noir, je le ferai un peu plus tard. C'est un film qui demande de gros moyens, c'est un film historique. Là, je vais commencer par une comédie que je vais tourner cet été. Au mois de juillet donc là on est en pleine préparation de ce film, donc je suis content de tourner mon premier long métrage, une comédie. Sur quel thème? Je pense que j'en parlerai toujours dans mes réseaux sur le net. Ce sera un film qui devrait créer effectivement un débat, on va dire. Et je voudrais revenir sur Le Code Noir, votre film. Est-ce que les acteurs qui étaient justement, qui à l'époque avaient donné leur accord, sont toujours d'accord pour continuer cette aventure avec vous? Et est-ce qu'ils ont été difficiles à convaincre? Non, je pense qu'on aura d'autres acteurs. C'est très difficile, étant donné que je me suis heurté au réseau dominant, à la mafia dominante dans ce métier. J'ai été évidemment montré du doigt comme étant un infréquentable. Donc j'ai développé mon propre réseau et mes propres équipes, et je préfère travailler comme ça. Je suis plus en phase avec moi-même. Le film que je vais faire aujourd'hui, je ne pourrais pas le faire dans le réseau dominant. Bon,
je suis devenu aussi dans mon secteur d'activité qui est l'humour une référence pour les jeunes humoristes aujourd'hui. C'est aussi cette liberté d'esprit qui m'a permis de plaire à ce plus grand nombre de jeunes gens qui aujourd'hui s'inspirent très largement, ils viennent me le dire. Tant mieux. Je pense qu'il n'y a pas de plus grande consécration que d'être la source d'inspiration de tous ces jeunes gens. Donc, je vous dis, je suis parfaitement en phase en produisant mon film de cette façon-là, en faisant mes spectacles de cette façon-là, avec moi-même. Très bien. Et les financements, comment est-ce que vous arrivez justement à les acquérir? On finance différemment, c'est sûr que c'est pas la famille Rothschild ou la famille de Bernard-Henri Lévy. J'en ai rien à foutre effectivement de ce réseau-là. Donc je n'appartiens pas à cette façon de faire, qui en plus de ça, sur un plan artistique, aujourd'hui ne soutient plus aucun projet intéressant, parce qu'évidemment, et c'est tout le propre des gens de pouvoir, ils sont aujourd'hui dans un vice et dans une outrancerie qui se voit, le public ne se reconnaît plus, tant mieux. Je suis satisfait de voir, en tout cas dans les comédies, que ça ne fonctionne plus, que les masques tombent, et tant mieux, parce qu'il n'y a plus réellement de... Coluche avait ouvert une porte incroyable en France, et en démocratisant le genre du one-man show. Avant lui, Fernand Reynaud et plein d'autres, je pense évidemment au Café de la Gare, à Romain Bouteille, mais c'est vrai que par rapport au grand public, et notamment aux médias dominants, il avait su ouvrir cette voie. C'est devenu un segment extrêmement lucratif, puisque une personne sur scène, sans orchestre, sans gros moyens techniques, évidemment ça rapporte plus que... Et donc il y a eu un engouement de la part des producteurs d'abord et des chaînes de télé pour développer ce segment-là. Et donc aujourd'hui on est dans une situation où on est plus dans de la fabrication d'humoristes que de l'émergence d'humoristes comme ça. Ils ne sont même plus détectés. Les meilleurs humoristes que j'ai vus aujourd'hui, ils sont dans la rue, mais ils ne peuvent pas s'exprimer. Et les autres sont finalement des supports publicitaires, voilà, comme toujours, quoi. C'est pour ça que et j'incite les jeunes humoristes à continuer, à persévérer. Il faut être endurant et puis surtout indépendant. On ne peut pas être drôle et dépendre du chéquier d'un producteur. Ça n'est pas possible. Il faut se débrouiller par soi-même. Jean-Luc Godard disait qu'il n'y avait pas que le droit de mémoire, il y a aussi le droit à l'oubli. Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui vous reprochent de jouer dans la concurrence, de faire la concurrence victimaire? Il n'y a pas de concurrence victimaire. Il n'y a pas. Il y a une victimisation, il y a une souffrance. Les autres n'existent pas. Donc dire qu'il y a une compétition, c'est mentir. C'est jouer le jeu des sionistes. C'est de dire que, voilà, regardez, il essaye de comparer. Il n'y a pas de comparaison à faire, puisque de toute façon, il n'y a pas de loi mémorielle, il n'y en a qu'une, c'est celle qui concerne la Shoah. Vous ne pouvez pas discuter de ce sujet-là, mais vous pouvez discuter de toutes les autres souffrances. C'est donc bien que des manuels scolaires que nos enfants ont aujourd'hui encore, moi je les ai eus aussi également, ceux de Fernand Nathan, cet imposteur, de Fernand Nathan à la télévision française, si vous voulez, il n'y a qu'une mémoire, il n'y a qu'une souffrance qui est développée et qui est indiscutable et qui est au-dessus du Christ, au-dessus de Dieu, au-dessus de Allah, de Mohammed. C'est la Shoah. La Shoah. Là, normalement, à cet énoncé-là, vous devez vous mettre en position de prière. Et moi, j'ai décidé de me marrer à partir de ce moment-là et de dire, Shoah, d'accord, mais Shoah nanas. Ou Shoah abricot pour les plus jeunes, ceux qui préfèrent. C'est une question de goût. Tout est sucré, de toute façon, dans la Shoah, il y en a pour tous les goûts. Vous êtes allé en Libye en mars dernier, il me semble. Oui. Quel bilan tirez-vous? Alors le bilan de la Libye, mensonge, Shoah aussi, puisque là c'est vraiment le peuple libyen qui est en train de vivre une véritable Shoah. Bombardé par l'OTAN, on l'a vu, la famille même de Kadhafi, des enfants de 3 ans, 2 ans, exécutés par la puissance coloniale sioniste, par le lobby juif international, puisque Bernard-Henri Lévy, le premier, est arrivé là-bas. J'espère que les Africains vont se solidariser derrière Kadhafi et vont, parce que c'est aujourd'hui la figure de la révolte là-bas, la figure de la résistance. Il n'y a pas de révolutionnaire libyen.